Bonjour à tous, merci d'être venu à ce webinaire. Merci à Caroline de me faire l'honneur de présenter ce webinaire. Donc, vous êtes ici dans le cadre des rencontres numériques 2021 consacrées au numérique responsable. Nous organisons, moi je travaille à l'Antique Pays Basque, une association loi 1901 qui œuvre au développement des usages du numérique sur le territoire du Pays Basque. Et chaque année, nous organisons une conférence, des cycles de conférences et de webinaires sur le thème du numérique et on prend une thématique différente. Donc, cette année, c'est le numérique responsable. Et donc, nous avons organisé des conférences hier et aujourd'hui, donc, c'est la matinée consacrée au webinaire. On est très heureux d'accueillir Alumni for the Planet. Voilà, donc le programme est dense et je vous remercie d'être là. Et vous pourrez retrouver ensuite sur le site des rencontres la retransmission de ce webinaire. Voilà, merci beaucoup et très bon webinaire à tous. Merci, bonjour à tous. Je suis donc Caroline Lejeune du bureau d'Alumni for the Planet que je vais vous présenter. Je suis accompagnée aujourd'hui de Gérard Deragobian qui est de Télécom Paris Alumni et nous allons tous les deux intervenir pour vous présenter comment le réseau peut être un levier d'action en faveur du climat et de l'environnement et en particulier du numérique responsable puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais d'abord vous présenter un petit peu Alumni for the Planet. Je vous propose de poser vos questions directement dans la conversation et à la fin de mon intervention, on pourra y répondre en live. Et puis, Gérard vous présentera ce qu'il a fait chez Télécom Paris Alumni et vous pourrez aussi lui poser des questions et on aura un temps de questions-réponses après son intervention. Je vais donc vous présenter tout d'abord Alumni for the Planet, qui est une association que nous avons lancée le 12 novembre 2020, donc c'est extrêmement récent. Alors, pardonnez-moi, je vous lance. Voilà. Et qui a pour objectif en fait de fédérer les alumni de tout l'enseignement supérieur, que ce soit d'école, d'université, quelle que soit leur formation ou leur diplôme, de les fédérer autour des enjeux du climat et de l'environnement, avec un créneau particulier qui est de les aider à agir. Alors, ce qui nous importe, c'est d'être dans l'action concrète. Et donc, on verra ce que nous, on propose pour ça. Il y a beaucoup d'acteurs sur les sujets d'enjeux et d'environnement. Et nous, notre créneau, c'est vraiment de pouvoir aider au passage à l'action. Alors, pourquoi les alumni ? Parce que les jeunes se mobilisent, c'est très bien. Ils sont des étudiants, notamment pour un réveil écologique, par exemple, que vous connaissez probablement. Mais les alumni qui sont en poste ont probablement un levier d'action à court terme majeur, puisqu'ils ont des postes avec des responsabilités et donc un pouvoir de décision et d'action. Et c'est très important de mobiliser cette population-là. Donc, voilà pourquoi on s'est mis sur ce créneau-là, si je puis dire. Et alors, comment ? Nous allons le voir en apportant donc un soutien pour aider au passage à l'action et en collaborant de façon très étroite avec les associations d'alumni que Gérard représente aujourd'hui, par exemple, et de nombreux partenaires. Alors, on est 7 fondateurs, on a une équipe permanente de bénévoles, on est exclusivement basé sur le bénévolat. Donc, l'ensemble de notre offre, et nous verrons plus tard, notamment de nos webinaires, sont accessibles gratuitement aujourd'hui. Et je précise qu'on est apolitique et non activiste, parce que ce qui nous intéresse, c'est le passage à l'action, et ce n'est pas de rentrer dans les débats politiques ou dans les polémiques. Voilà. Donc ça, c'est important. On a un certain nombre de soutiens. Je ne vais pas les détailler. Vous pouvez les retrouver sur notre rubrique qui représente le monde économique et scientifique et aussi académique et gouvernemental avec une centaine d'associations alumni qui nous soutiennent, avec les fédérations, les conférences des grandes écoles et les fédérations des associations d'alumni et évidemment avec un conseil scientifique, ça c'est très important pour nous, qui nous aide notamment à sélectionner les sources d'informations fiables, parce que comme vous le savez, ce sont des sujets qui sont assez complexes. Donc, nous, notre action se base sur 3 piliers: informer, connecter, accompagner.
Informer, alors là, je vais aller rapidement dessus. Informer, c'est faciliter l'accès aux connaissances. Nous, notre enjeu, ce n'est pas de remplacer toutes les sources d'informations scientifiques et autres qui peuvent exister, mais il y en a beaucoup, elles sont complexes. Donc, on facilite l'accès en faisant un tri et en référençant sur notre site un certain nombre d'informations non polémiques et que vous pourrez trouver sur notre site dans différentes rubriques, notamment dans la rubrique « Je m'informe », comme son nom l'indique, c'est assez simple, et qui a vraiment pour objectif de référencer de manière lisible et neutre, et en s'appuyant sur des experts. Donc, on a les contenus de l'ADEME, bien sûr, on a vraiment énormément de sources d'informations, donc sur le numérique responsable aussi, bien sûr. Donc, je vous engage à aller la découvrir tranquillement. Ensuite, notre deuxième pilier, c'est connecter, et c'est là où vraiment on touche le passage à l'action, déjà la première étape du passage à l'action. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, on a beaucoup discuté à la fois à travers nos différents webinaires et à la fois avant de se lancer, et fait des enquêtes, et on se rend compte que le premier critère qui empêche les gens de passer à l'action, c'est le fait de se sentir isolé. Dans les entreprises, dans les organisations publiques, il y a énormément de personnes qui sont sensibles au sujet des enjeux du climat et de l'environnement et du numérique responsable notamment, mais qui n'osent pas agir. Alors, pour les aider, on a créé un moteur de recherche. Et donc, on vous engage, si vous êtes intéressé, à vous inscrire gratuitement sur notre site. Ça vous donnera accès à ce moteur de recherche qui vous permet d'identifier autour de vous, c'est-à-dire soit dans la même organisation ou entreprise, soit dans la même commune de résidence, d'autres alumni qui seraient inscrits. Rien que le fait de s'être inscrits veut dire qu'ils sont sensibles à ces sujets-là, et ça peut être une première étape pour prendre contact grâce à une messagerie interne sur notre site, et de pouvoir en fait commencer à partager, voire à lancer des groupes ou des collectifs internes à votre organisation pour pouvoir échanger sur ce que vous pourriez faire. Donc ça, c'est un premier critère. Ensuite, on a évidemment une rubrique J'agis sur notre site, donc je vous laisserai la découvrir, mais où on a énormément de contenu et de kits et de méthodes aussi pour pouvoir agir, notamment dans le domaine de l'entreprise, de l'organisation publique, parce que dans le domaine professionnel, il peut y avoir un certain nombre de tactiques ou de stratégies à développer. Et puis, vous pourrez y trouver aussi des témoignages inspirants de personnes qui sont déjà passées à l'action, ont déjà réalisé des actions concrètes dans leur organisme, quel qu'il soit. Et ça, c'est vraiment toujours très inspirant parce que ça vous donne des idées de ce que vous, par rapport à votre propre environnement, vous pourriez faire. Et enfin, notre dernier pilier, c'est une offre de webinaires qu'on a développée, alors qui sont regroupés en 3 types, en fait. Un premier qui est un cycle en fait, de webinaires d'accompagnement du changement qui se base sur à la fois des témoignages inspirants. Donc ça, c'est toujours un critère de l'ensemble de nos webinaires. On a toujours des témoins qui eux-mêmes ont réalisé une action, une ou plusieurs actions concrètes. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Et ces témoins, interviennent toujours dans l'ensemble de nos webinaires et se renouvellent évidemment pour ne pas avoir toujours les mêmes témoignages. Et l'autre, dans ce cycle de webinaires qui s'adresse aux alumni directement, nous avons aussi du travail en sous-groupe, en intelligence collective. Certains arrivent avec un projet ou une idée, d'autres sont là juste pour aider, pour se renseigner ou s'inspirer. Et en fait, en les mettant en intelligence collective dans des sous-groupes, ça leur permet de repartir vraiment avec un plan d'action de comment aller plus loin dans leur projet ou dans leur idée. Et c'est vraiment très, très efficace. Ensuite, on a 2 autres types de webinaires qui sont des conférences-débats occasionnelles sur différents sujets spécifiques. Par exemple, nous en avons fait un, vous retrouvez ici le visuel, qui était le... avec Sciences Po Alumni, sur changement climatique et action en entreprise, le 8 juin dernier, et qui associait une intervention d'un climatologue reconnu sur l'urgence d'agir en zone euro-méditerranée, par exemple, en donnant quand même des chiffres clés et qui ne prêtent pas à polémique,
et Alexis Treil, qui lui est une personne qui travaille chez Michelin et qui a créé, qui aujourd'hui est à la RSE, mais qui, quand il était rentré dans l'entreprise, ne l'était pas du tout, avait simplement une envie de faire bouger les choses et a créé un collectif interne chez Michelin, qui aujourd'hui est à l'écoute réellement et tout à fait impliqué dans un certain nombre de process et de décisions au sein de l'entreprise pour faire avancer les choses. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et puis, on en développe d'autres sur des thématiques qui sont des thématiques, par exemple, de décarbonation ou qui peuvent être des thématiques sur la sensibilisation au sein de l'entreprise ou de l'organisation, présentant des exemples d'actions concrètes. Le premier, par exemple, était sur la fresque du climat. Alors, je sais qu'on parlera un peu plus tard de la fresque du numérique, que vous connaissez probablement, mais c'est un des moyens de sensibilisation sur les sujets de climat et d'environnement. On en a d'autres, on va en développer un certain nombre. On va présenter aussi le sujet des sociétés à mission, qui est un sujet très intéressant pour pouvoir clairement transformer son organisation et intégrer les enjeux sociétaux et environnementaux. Donc voilà, tout ceci sont des exemples de ce que nous faisons. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que notre objectif, on a deux objectifs. Le premier, c'est de fédérer un maximum d'alumni sur notre base. Pourquoi? Parce que plus nous serons nombreux et plus individuellement, nous aurons des chances d'identifier d'autres alumni proches de chez nous. Donc là, aujourd'hui, on est 3300 pour l'instant. On espère être encore plus nombreux d'ici quelques semaines et quelques mois. Et puis, grâce à l'aide des associations d'alumni, qui sont notre réseau, en fait, qui nous aident à développer notre visibilité auprès de leurs propres alumni. Et puis, ce créneau qui est vraiment le passage à l'action, et qui est d'accompagner ces alumni à être de plus en plus nombreux à agir dans les différentes thématiques. Je vous propose peut-être de prendre quelques questions, si vous en avez à ce stade-là. Et puis ensuite, je vais passer la parole à Gérard, qui va vous présenter concrètement justement ce qu'il a fait au sein de son association d'alumni, qui elle aussi peut être un levier d'action, puisqu'il se passe beaucoup de choses, notamment sur les sujets du numérique responsable. J'ai une question. Oui. Vous m'entendez? Je l'ai écrit, en fait. Vous travaillez avec d'autres associations d'alumni, et s'il n'en est pas un ancien élève appartenant à une association d'alumni, est-ce qu'on peut quand même fédérer, par le biais d'associations ou de personnes physiques, des ponts pour agréger d'autres nouvelles volontés? Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, j'ai parlé des associations d'alumni, mais on développe des partenariats aussi avec d'autres personnes. Alors déjà, vous n'avez pas besoin d'avoir une association d'alumni, évidemment, pour vous inscrire sur notre site. Hein, c'est ouvert à tout le monde, donc ça, c'est important. Donc, vous pouvez identifier des collectifs autour de vous, enfin, en créer un. Et puis, oui, tout à fait, il faut prendre contact avec nous et on en discute. Mais le réseau des associations d'alumni j'en ai parlé parce que c'est évidemment le plus naturel pour atteindre les alumni, mais je sais bien que tout le monde n'en a pas. Ça, on est d'accord. Notamment, un certain nombre d'universités n'en ont pas, etc. Donc, il n'y a pas de problème, bien sûr. On peut, au contraire, développer des partenariats autres. Super, merci. Bien pris. Gérard, pour que tu nous expliques ce que tu as fait, toi, et comment ça peut être un levier d'action. Ok, merci Caroline. Donc, je m'appelle Gérard Deragobian, donc je suis vice-président de Télécom Paris Alumni. Je vous dirai un petit peu en quelques mots ce qu'on est. Donc, je m'occupe des relations avec l'école, et puis je m'occupe des sujets environnement et des relations aussi avec l'Institut Polytechnique de Paris. Et d'un point de vue professionnel, j'ai fait toute ma carrière dans le numérique, notamment dans les réseaux de télécommunications, notamment chez Nokia. Alors, qui on est, Télécom Paris Alumni? Déjà, on est associé à notre école, qui est Télécom Paris. Donc, a changé plusieurs fois de nom, mais c'est en fait la grande école du numérique française, qui a la particularité de traiter le numérique, je dirais, de manière assez exhaustive, puisqu'on traite les aspects à la fois matériels, logiciels, les usages et les aspects sociétaux du numérique. Alors,
cette école, en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle a défini sa raison d'être, en fait, il y a à peu près un an. Et la particularité de l'école, c'est qu'elle a, dans sa raison d'être, en fait, le fait, bien entendu, de former, imaginer, entreprendre donc, dans le numérique, avec des technologies et des solutions numériques. Mais ce qui est important, c'est que c'est la fin, c'est au service d'une société et d'une économie respectueuse de l'humain et de son environnement. Donc l'aspect, effectivement, environnement a été mis dans la raison d'être de l'école, qui a donc créé un certain nombre d'actions avec une mission environnement, une mission diversité. Et c'est de là un petit peu qu'est parti en fait un certain nombre d'actions qu'on a fait au niveau aussi des alumni. Alors l'école, il y a plus de 1600 étudiants, il y a environ 50% d'internationaux. Et l'école a déménagé en fait de Paris au campus de Saclay il y a un peu plus d'un an. Elle se retrouve donc sur le même campus que l'école polytechnique, sur le campus qui devient un peu la partie du campus de l'Institut polytechnique de Paris. Et l'école est donc très, très connue pour son enseignement et pour sa recherche. Alors, Télécom Paris Alumni, en fait, c'est un réseau de plus de 18 000 alumni. Donc, c'est une école avec un réseau d'une taille déjà tout à fait correcte, hein, même si on ne fait pas partie des poids lourds. Hein. Il y a des écoles et des universités, bien entendu, qui ont des réseaux d'alumni qui vont au-delà de 100 000 alumni. Et pour une école, je dirais qu'il y a une école généraliste du numérique. Sur le numérique, on a quand même une importance certaine. Bon, l'association, bien sûr, elle rassemble ses diplômés. Donc, on fédère tous les diplômés, on leur propose des services et des outils. Et puis, notamment, on a un certain nombre Alors, on a des groupes régionaux, mais on a aussi des groupes thématiques. Et là, j'en parle parce que c'est un peu ce qui nous intéresse ici. Donc, qui organisent des conférences et des événements, notamment, hein, entre autres. On peut peut-être passer au suivant. Alors, je pense que c'est connu un peu de tout le monde, mais le contexte du numérique et de l'environnement, hein, il vient du fait que la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales a une importance croissante. Hein. C'est une importance qui est similaire en fait à celle du transport aérien, donc c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas attirer l'attention. Vous voyez dans le graphe à droite, hein, donc il y a et l'autre caractéristique, c'est que potentiellement elle peut croître de manière assez importante. D'où l'importance d'avoir parce qu'elle pourrait croître de 4 à 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le futur. Il y a différents scénarios et donc d'où l'importance effectivement de travailler sur le numérique responsable et la sobriété numérique. Alors, quand on regarde la consommation d'énergie liée au numérique, on voit déjà qu'il y en a une grande partie, c'est la partie en bleu là, dans le graphe de gauche, qui est liée en fait à la production des équipements du numérique, avec notamment les trois équipements en fait, qui ont la contribution la plus importante. En fait, c'est les ordinateurs, les télés et les smartphones. Donc, typiquement, une des actions, c'est d'essayer de renouveler un peu moins souvent et puis de limiter l'impact de ces équipements numériques. Et après ça, il y a une part qui est évidemment plus de 50% qui est sur l'usage du numérique, avec notamment trois gros poids qui sont les terminaux, les data centers et les réseaux. Et donc, du fait de ce contexte numérique, il y a beaucoup d'initiatives qu'on qualifie de Green IT. Alors, Green IT, c'est le terme anglais pour numérique responsable ou sobriété numérique. Donc, comment limiter les impacts du numérique au niveau de l'environnement. Et puis, il y a aussi l'autre volet qui est Green by IT, qui est de dire comment le numérique peut contribuer à la transition environnementale en fait, de l'économie et de différents secteurs d'activité. On voit aussi aujourd'hui beaucoup de débats sur l'impact sociétal des nouvelles technologies, donc par exemple la 5G. Hein. Et donc, effectivement, c'est extrêmement important de pouvoir informer et sensibiliser les gens à ces sujets. Alors, au niveau de l'association, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a relancé un groupe thématique numérique et environnement qui a 350 membres. Et en fait, on l'a relancé et donc on a fait 3 événements sur ces 3 derniers mois. Je vous en parlerai peut-être un peu plus en détail dans la suite. On travaille aussi beaucoup avec notre école, Télécom Paris, qui est en train de transformer l'enseignement pour former tous les étudiants à tenir compte des enjeux énergétiques et climatiques, notamment dans le numérique. Il y a un des points clés en fait, sur les aspects environnementaux et numériques.
c'est que les gens manquent cruellement en fait, d'information et de sensibilisation. Hein. Même les gens qui se disent en fait très sensibilisés aux aspects environnementaux, il y en a certains que ça n'empêche pas de se filmer sur YouTube et de diffuser sur des chaînes YouTube en 4G ce qu'ils font, alors que c'est quelque chose qui est très pénalisant pour le climat. Hein. Donc il y a un aspect effectivement formation des ingénieurs du numérique, mais formation même de manière beaucoup plus générale d'un certain nombre de personnes. Hein. L'école veut devenir un centre d'expertise en numérique soutenable. L'école aussi a fait son bilan carbone et elle a un plan donc, pour aller vers un campus éco-responsable avec la neutralité carbone. Alors, au niveau des élèves, il y a aussi un certain nombre d'actions. Alors, les actions qu'on a fait l'année dernière, c'est notamment avec nous les alumni, et de faire des fresques du climat. Donc, la fresque du climat, c'est un moyen, effectivement, c'est des ateliers avec environ 8 personnes ou un animateur. En fait, c'est de l'intelligence collective où les gens découvrent en fait les tenants et les aboutissants du dérèglement climatique et peuvent dans ces ateliers aussi commencer à réfléchir aux moyens en fait, de limiter le dérèglement climatique. Alors, on a aussi fait avec les élèves une enquête vers nos alumni, vers nos diplômés, alors qui montre notamment, alors c'est peut-être intéressant pour vous au niveau du Pays Basque, que les entreprises, les grandes entreprises sont beaucoup plus impliquées en tout cas de ce qu'on voit, de ce que nous reportent nos diplômés, sont beaucoup plus impliquées dans ces domaines-là que les petites et les moyennes entreprises, parce qu'il est lié aussi au fait qu'elles ont des moyens plus importants, mais donc il y a sans doute aussi un effort important à faire vers les entreprises plus petites. Alors, dans nos premiers événements, en fait, on a fait une grande table ronde qui se voulait être un panorama complet des aspects numériques et environnement. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on a fait cet événement en fait à deux réseaux d'alumni. Donc, il y avait le réseau de Télécom Paris et il y a le réseau aussi de l'ESSEC. Il y a notamment à l'ESSEC un groupe qui s'appelle l'ESSEC Transition Alumni, qui est très, très dynamique dans ces domaines-là. Et on a fait un très bel événement avec des intervenants. Un intervenant de Green IT, une intervenante par exemple sur les terminaux responsables. C'est pas forcément connu des gens, mais il y a des marques de terminaux et une marque qui s'appelle Fairphone par exemple, hein, dont la raison d'être en fait est de faire des terminaux qui sont réparables et qui sont durables. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus. Et on voit d'ailleurs avec la loi contre le gaspillage maintenant. Dans le numérique, les PC, les smartphones et les télés, quand vous achetez en fait des équipements, les gens qui vous vendent aussi bien dans des magasins qu'en ligne, en fait, ont l'obligation de vous donner un indice de réparabilité qui permet de savoir si votre équipement pourra être réparé. Et à terme, ça deviendra un indice de durabilité qui permettra aussi de savoir si cet équipement au niveau logiciel et ainsi de suite peut être durable pour augmenter la durée de vie de ces équipements. Voilà ce premier événement. Le deuxième événement, c'est un événement sous forme de session de la fresque du numérique. Donc, la fresque du numérique, c'est la version en fait liée au secteur du numérique de la fresque du climat. Donc, c'est des sessions donc à environ 8 personnes où les gens en fait découvrent ensemble en intelligence collective en fait quels sont les éléments du numérique qui impactent le climat et les tenants, les aboutissants, et à nouveau donc réfléchissent aux moyens de limiter les impacts du numérique et d'aller vers une sobriété numérique. Et cet événement, à nouveau, on l'a fait à deux réseaux d'alumni, donc entre Télécom Paris et l'ESSEC. Voilà, un troisième exemple. Alors, dans notre groupe, en fait, après notre première conférence qui était généraliste, ce qu'on a décidé, en fait, c'est d'avoir des conférences plus spécialisées avec deux axes. Un axe qui est sur le numérique responsable donc par sujet, hein, et donc on a décidé par exemple de traiter l'aspect des réseaux mobiles et de la 5G, l'aspect de l'Internet des objets. Ça, c'est je dirais, des domaines liés au numérique. Et puis on a décidé aussi de traiter des secteurs d'activité. Et le premier secteur d'activité qu'on a traité, en fait, c'est l'agriculture. Il y en a d'autres qui viendront derrière. Et sur l'agriculture, donc on a fait une table ronde qui s'appelle Agriculture numérique et environnement, quels impacts? Et cette fois-ci, en fait, on l'a fait avec 4 réseaux d'alumni de grandes écoles, donc avec Télécom Paris, l'IX,
Sur l'agriculture, on a pensé que c'était quand même pas mal d'avoir AgroParisTech, qui est la grande école dans ce domaine-là, et puis à nouveau l'ESSEC. On a fait ça donc la semaine dernière. Alors, deux événements, alors pas la fresque du numérique, qui est un événement en plus petit comité, mais on a généralement 150 à 250 inscrits. Alors, comme vous le savez, les événements qui sont gratuits, il y a moins de connectés. Mais on a quand même des événements qui ont un certain retentissement avec une centaine de personnes qui participent. Donc là, sur l'agriculture numérique, on avait des intervenants aussi bien un peu généralistes sur l'aspect numérique dans l'agriculture, mais aussi, par exemple, on avait une start-up qui fait des robots qui permettent de faire du désherbage, notamment de vie et de certaines cultures. Et puis, on avait un membre du Conseil national du numérique qui est un ancien agriculteur. Donc, ils sont des gens qui sont reconnus. Et je dirais la qualité de nos intervenants est généralement très reconnue dans les enquêtes de satisfaction qu'on fait. Donc voilà. Alors, en conclusion, je dirais, ce qu'on fait nous au niveau d'un réseau d'alumni, on pense que tout le monde peut le faire au niveau de ses réseaux. Alors bon, je ne vous connais pas particulièrement donc les gens qui interviennent ici, qui participent ici, mais ça peut peut-être être transposé au niveau de vos réseaux. Donc ça peut être porté sans doute par des organisations administratives, régions, départements ou autres. Pourquoi pas, ça pourrait être porté peut-être par des chambres de commerce ou par des fédérations d'entreprises ou de collectivités territoriales. Et sans doute, vous pouvez vous mettre en réseau et pareil, faire des événements, essayer de faire des choses ensemble et je dirais avancer sur ce sujet, sensibiliser, puis surtout arriver à créer de la valeur sur ces sujets-là. Autrement, ce que je peux aussi vous dire, c'est que nous, de manière générale, alors pour l'instant, nos événements, c'est des webinaires du fait de la pandémie. Et tous nos webinaires sont gratuits et ils sont ouverts à tous. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts non seulement au réseau des alumni auprès desquels on communique, mais n'importe qui peut s'inscrire. Donc, il n'y a pas besoin d'être alumni, ni de cotiser, ni de quoi que ce soit. N'importe qui peut aller sur le site de Télécom Paris Alumni, aller voir le groupe numérique et environnement. Si vous voyez des événements qui vous intéressent, vous pouvez vous y inscrire. Et on met aussi sur notre site des replays et on donne accès en fait au matériel, aux présentations qui ont été faites. Et on donne accès aussi, on prépare un peu des informations qui permettent aux gens qui s'intéressent au sujet de creuser après, d'avoir une sorte de bibliographie. Voilà, écoutez, je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions si vous en avez. Je ne sais pas s'il y a des... Alors, il y a eu une question dans la discussion qui parlait de l'augmentation des objets connectés, en fait. Et est-ce que, en fait, la sensibilisation aux usages et l'intérêt des usages est un thème de sensibilisation pour nous? Prenons l'exemple caricatural a-t-on besoin d'un réfrigérateur qui commande des produits manquant automatiquement? Donc là, on est un peu sur quelque part le conflit entre l'innovation potentielle et le numérique responsable. Est-ce que ce type d'innovation est vraiment indispensable quand même? Justement, le numérique responsable et la sobriété numérique, c'est d'essayer justement d'utiliser le numérique de manière appropriée. C'est clair que la tendance à connecter tous les objets va sans doute beaucoup trop loin. Il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles. Donc ça, mais c'est vrai qu'on va vers une société, on va avoir des milliards d'objets connectés. Et derrière, au-delà de la pertinence de connecter les objets et de l'intérêt effectivement en termes sociétal et puis en termes humains de connecter les objets, se pose aussi la question de quel est le meilleur moyen de les connecter. On n'est pas forcément obligé de faire du high-tech, surtout. Et effectivement, alors nous, ce qu'on a vu, en fait, notamment au travers des activités qu'on avait, c'est qu'on a un certain nombre de gens qui sont plutôt partisans de la low-tech. Et je vois, par exemple, quand on a fait la conférence sur l'agriculture numérique et environnement, on a eu des réactions de personnes qui nous ont dit, dans l'agriculture, il y a plein de choses pour lesquelles il ne faut pas faire de la high-tech, il faut faire de la low-tech.
Puis on voit par exemple, dans le cadre du numérique, le numérique peut avoir un impact sans forcément utiliser des choses très compliquées, hein. On voit en Afrique, par exemple, il y a des gens qui font des sites web avec des SMS. Des fois, le niveau zéro du numérique, c'est d'être capable d'envoyer un SMS qui permet d'avoir une action et qui permet d'apporter un bénéfice. Donc les bénéfices ne sont pas forcément liés à l'utilisation d'un site web énorme ou d'équipements monstrueux ou de choses comme ça. Il faut effectivement essayer de plus en plus de faire le tri entre tout ça et de trouver les meilleurs moyens. Et c'est pour ça qu'on veut d'ailleurs former des ingénieurs qui soient responsables, qui regardent non seulement l'aspect financier ou l'aspect intérêt des choses, mais aussi le bilan global avec les différents paramètres environnementaux. Est-ce que sur cette thématique-là, il y aurait moyen peut-être d'aller un peu plus loin et de se poser finalement une question de société, c'est-à-dire qu'en ce moment, je continue dans la caricature, on voit à la télévision la publicité pour une marque de barbecue très connue qui est connectée pour vous calculer le temps de cuisson de votre steak. On arrive à des choses un peu absconnes, hein, faut bien le dire, mais tout ça au nom finalement du soutien d'un système de productivité. Et est-ce que cette interrogation sur la sobriété numérique, puisque le numérique est un objet neutre, hein, c'est ce qu'on en fait qui compte, et l'innovation à tout craint pour des choses finalement qui vont qui sont censées apporter du confort à l'humain, mais qui en même temps le lient définitivement à des usages et à des pratiques qui sont assez absconnes finalement. Est-ce qu'on ne se poserait pas également la question dans le cadre du numérique responsable des modes de production et des intérêts de production? Le numérique responsable, il va de la production à l'utilisation, hein. Donc effectivement, il faut se poser les questions, hein. Alors peut-être pour prendre un autre angle, hein, il y a des débats, et par exemple, il y a eu des débats au Sénat. Est-ce qu'il faut faire des abonnements mobiles avec des forfaits de données illimités, hein, comme ça peut commencer à apparaître dans la 5G, quoi. Mm-hmm. Quelque part, est-ce qu'il ne faut pas aussi aller vers une société où effectivement on essaye de tendre vers des usages qui soient un peu plus raisonnés, quoi. C'est ça, c'est-à-dire travailler vraiment sur peut-être l'éducation et Ouais. la formation de l'esprit critique, parce que ces usages irraisonnés sont souvent mis en avant à grand renfort de marketing sous prétexte de soutenir la croissance. Mais est-ce vraiment un but en soi? Il y a une vraie question de société et quelquefois, j'ai le sentiment que sur des questions comme le numérique responsable, on vient un peu en mode pompier, se poser la question de comment on va faire pour éteindre l'incendie au lieu de le générer par de multiples micro-foyers qui convergent tous vers une surconsommation et vers un appauvrissement et de la ressource et de l'humanité. Ouais. C'est vrai qu'on y vient de plus en plus, hein. D'ailleurs, la loi contre le gaspillage, avec la notion d'indice de réparabilité, d'indice de durabilité, hein, on voit que, par exemple, la production des smartphones, c'est un contributeur assez important, en fait, sur les sujets environnementaux, hein. Et aujourd'hui, la durée de vie d'un smartphone chez les gens, c'est 2 ans en France. Alors qu'en fait, un smartphone, on pourrait très bien le garder 4 ans, quoi. Et le fait de garder son smartphone 4 ans au lieu de 2 ans, en fait, ça diviserait par 2 l'impact environnemental de la production des smartphones, quoi, hein, et l'utilisation des terres rares, enfin, sans parler de tous les aspects liés à ça, quoi. Mm-hmm. Et donc, de plus en plus, je pense qu'on va… Alors, c'est vrai que les gens, ils sont poussés à changer de smartphone, d'abord parce que des fois, ils cassent l'écran ou la batterie, ils ne peuvent pas la remplacer. Donc, ça, c'est l'indice parce de que les réparabilité. applications sont plus soutenues par la quantité de mémoire et que les applications évoluent. Voilà. Et qu'on peut plus servir. Et donc ça, c'est l'indice de durabilité là, qui va être introduit en France, alors normalement en 2024, hein, parce que là, ça prend un peu de temps, hein, qui devrait permettre, mais je pense que de la même manière qu'aujourd'hui, il y a un marketing énorme qui incite les gens à changer de smartphone pour des raisons qui ne sont pas forcément des raisons hyper valides, hein, parce que
Bon, les smartphones, les nouveaux smartphones, bon, sauf si vous voulez la 5G et que vous ne l'avez pas. Hein. Et quand vous avez un smartphone 4G, le fait de changer de smartphone, ça ne change pas forcément drastiquement les choses. Et sans dire qu'il ne faut pas changer de smartphone, les gens pourraient changer de smartphone un peu moins souvent, quoi. Donc je pense que de plus en plus, il va falloir sensibiliser les gens à tous ces aspects-là. Bon, il y a aussi d'autres sujets sur lesquels il faut sensibiliser le grand public. C'est l'utilisation du streaming, hein, qui est effectivement très pénalisant en termes environnementaux. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Et je pense on va sans doute petit à petit y venir, quoi, hein. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on veut faire, c'est aussi y contribuer au travers des webinaires qu'on organise, parce que le sujet est quand même extrêmement compliqué, quoi. Le numérique responsable, en fait, c'est pas un truc où on peut dire, bon, c'est pas comme les centrales à charbon, on peut dire qu'il faut supprimer les centrales à charbon. Dans le numérique, on a je dirais, les sources je dirais de gaz à effet de serre ou de consommation d'énergie, elles sont très, très diverses, quoi. Donc, il faut vraiment travailler sur la sensibilisation, je dirais, des gens sur des sujets assez complexes, quoi. Merci. Mais bon, il y a quand même une évolution des mentalités, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des plans, même dans le numérique, hein, chez les opérateurs, chez les utilisateurs un peu partout, hein. Donc, on sent que les choses bougent et elles bougent sur les entreprises. Donc, il faut que ça s'étende. Et effectivement, il faut étendre la sensibilisation au grand public parce que les usages au grand public du numérique restent quand même aussi très importants. Je préciserai sur la population des jeunes notamment, il y avait une remarque d'une personne dans la conversation d'ailleurs qui essaye de sensibiliser dans la bibliothèque où elle travaille, mais parce que les jeunes et les ados en particulier naissent avec des smartphones et autres outils numériques au bout des mains et passent leur temps sur les streamings. Et ils n'ont aucune notion, s'ils ne sont pas éduqués, sur le fait que le Wi-Fi, c'est mieux déjà que la 4G et que la 5G, et que, etc., etc. Et qu'il vaut mieux télécharger pour vous et ensuite le voir que de le voir en live en 4G, par exemple. Donc ça, c'est le genre de choses voilà, c'est un niveau même d'éducation parentale, j'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup, beaucoup à faire sur ce sujet-là. Et puis c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites, mais par plein d'organismes. Il y a plein d'organismes qui font ça, hein. Il y a Green IT, il y a Shift Project, il y a l'Institut numérique responsable. Il y a plein de gens qui font des activités. Il y a l'ARCEP, par exemple, qui travaille avec l'ADEME sur justement la mise en place d'instruments de mesure. Par exemple, ce qui est intéressant à savoir, et les gens ne le savent pas, hein, c'est que quand vous utilisez votre accès à Internet, en fait, celui qui est le meilleur en termes d'effet environnemental, c'est la fibre optique. Après ça, il y a le cuivre, donc avec la DSL, c'est déjà un facteur 3. Et ensuite, quand vous utilisez un mobile en 4G, c'est un facteur 10 par rapport à la fibre. Et alors, effectivement, si vous utilisez un mobile et que vous passez par le Wi-Fi, mais tout le monde ne passe pas forcément par le Wi-Fi, ou quand on n'est pas à la maison ou au bureau, souvent par la 4G, ça a un impact qui est beaucoup plus important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer notre session en vous remerciant énormément. Comme Gérard vous l'a précisé aussi, pour Alumni for the Planet, vous pouvez accéder au replay de nos webinaires passés et futurs, quand ils auront eu lieu, dans notre rubrique événements sur notre site. On a une rubrique archives et vous y retrouverez les replays. Alors, ça fait un peu de consommation numérique, mais on essaye de le faire à bon escient. Et puis, n'hésitez pas à nous retrouver. N'hésitez pas à effectivement trouver donc, les canaux. Donc, vous pouvez évidemment vous inscrire chez Alumni for the Planet, mais aussi les canaux, les relais de réseau que vous pourriez avoir autour de vous pour pouvoir augmenter la sensibilisation et puis trouver des relais pour pouvoir imaginer des actions dans vos environnements proches. Merci beaucoup à Gérard de m'avoir accompagné aujourd'hui pour intervenir sur ces sujets passionnants. Et nous vous souhaitons une très bonne journée. À très bientôt. Voilà, avec plaisir. Merci à tous. Merci pour votre participation et bonne journée.